Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Expérience Santé, le premier talk show dédié à la santé intégrative. Une émission qui mêle expertise santé et humour, c'est important, n'empêche qu'on essaie de faire du fond. Les invités de cette émission aujourd'hui, on commence par la psychanalyste et sexologue Catherine Blanc. Bonjour Catherine. Bonjour Fabrice. L'épidémiologiste Martin, médecin de santé publique, Martin Blachier. Bonjour Fabrice. Ça va ? Très bien. Le duo est bon. J'aime bien cette relation qui est là, parce que vous êtes souvent d'accord avec ce que Catherine dit, et Catherine, vous êtes souvent en désaccord avec ce que Martin dit. Cherchez le problème. C'est une énigme. Le généticien moléculaire qu'on adore, qu'on ne présente plus, Christian Vélo. Bonjour Christian. Bonjour. Ça va ? Très bien. Je pense que vous allez aboyer aujourd'hui. Ah bon ? Ouais, je Je sens. n'aboie pas. Je sens. Vous savez d'ailleurs, vous êtes en face de Martin. Et sur ce Je n'aboie pas, je parle passionnément. Oui, sur ce premier sujet, peut-être que vous serez en désaccord, mais je vous demande quand même, dans le respect et dans l'amour, de laisser finir. Ah là là, on va se régaler. J'ai des sujets. Bon, alors... Et puis Jocelyn Lemoine, évidemment, Oui, Jocelyn qu'on ne présente plus, qui est le patient type, humoriste et professeur de stand-up, Et qui est là piéton. pour apporter... Et piéton. Ouais. Exactement, piéton. Pas de vélo. Pas trop de vélo. De la Si. trottinette, non? Si, Vélo, trottinette, vélo, tout. Tout ce qui d'accord. Tout ce qui roule. Exactement. Tout ce qui roule, ça te permet de te déplacer, donc tu vas d'un En point- totale liberté, en totale liberté, d'un point A à un point B. généralement. Est-ce que tu as un panier devant ton vélo? Oui, Ok. et j'ai un porte-bagages. Et on a perdu tout le monde, donc on va enchaîner. Elle est bonne ma boule. On va enchaîner, parce que là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, restez avec nous. Restez avec nous jusqu'à la fin, parce que cette émission, elle va être vraiment lourde. Quand je dis lourde, c'est... Voilà, là, je ne sais pas dans quel état vous êtes. Montre connectée, vous êtes à 66%, 57%. À la fin de cette émission, vous serez à 0. Vous serez à 0. Non, pas du tout, restez là. L'idée, c'est de bien se sentir. Regardez l'attitude. Est-ce qu'on peut avoir un plan sur Christian Vélo? Ne bouge pas, Christian. Est-ce qu'on peut avoir un plan sur Christian Vélo? Regardez. Ça, c'est le Starting plan block. du mec qui est prêt à en découdre. Ça, je peux vous dire que ça, on sait que ça va pas rigoler. Bon, les sujets de cette émission, il y en a 3 et on terminera si on a le temps, vraiment, on fera le Nutridico. Sinon, on sautera le Nutridico exceptionnellement. Sautera. Même si vous êtes nombreux. Mais oui, non, mais vous êtes nombreux. Hein, on reçoit des messages encore, c'est quand le Nutridico? Est-ce qu'on peut en faire 2? Est-ce qu'on peut en faire 2? Comment ça se passe? Il y a quelques producteurs qui me... Non, non. C'est vrai que les gens puissent réagir en Et direct. oui, mais les gens, d'ailleurs, n'oubliez pas, réagissez en direct. Hein, vous nous envoyez un message et voilà, tout de suite hein, sur le chat, sur WhatsApp, le numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Et donc la narration Fabrice, incroyable, super émission. Bah, merci à tous. Bon, l'urgence d'une pandémie justifie-t-elle de passer outre les protocoles de sécurité de long terme? Premier sujet. Waouh. Martin, Christian, ça va être un petit régal. Tiens, d'ailleurs, j'ai eu des commentaires sur vous, Martin. Ah oui? Ouais, j'ai eu des commentaires sur vous. Est-ce que vous savez ce qui se dit sur vous? Je sais pas si j'ai envie de savoir. J'y reviens dans un instant. Non, mais c'est intéressant, parce qu'on vous a défendu, nous. Ah donc C'est c'était pas des bons Ouais, On veut pas savoir. Non, on va le savoir. Non, mais- on a deux avocats qui sont sur le coup. non, mais c'est vous savez, non, mais c'est un vrai sujet, parce que pendant une époque... on va dire, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et puis, il y a une information qui nous a fait aussi voir évoluer les choses d'une manière. Et tout doit y aller très vite. Et vous avez quand même un discours qui a évolué. Et il y a des gens qui disent, oui, il a dit ça, machin, comme si ce qu'on disait, ça nous condamnait Ah oui. pendant 25 ans. On a le droit aussi de changer d'avis, on a le droit d'avoir de nouvelles données de santé. Non On a seulement le le droit droit, d'évoluer. mais le devoir. Mais bien sûr. Ah, Non, mais là, c'est les gens, vrai. on est tellement... Ah, il a dit ça, il ressort des séquences. C'est très dur d'ailleurs avec les réseaux sociaux, parce qu'il y a des choses qui ressortent. Et depuis, on a peut-être dit totalement l'inverse. Après, moi, j'assume tout ce que j'ai toujours dit. Hein. Je suis Oui. pas du genre à me Non, dire- je dis pas ça pour... Non, mais je dis ce qui est intéressant, c'est que la science, c'est que de l'évolution. Ça, Que c'est si on ne vrai. change pas d'avis en fonction des C'est évolutions l'histoire de la des science, sciences, d'ailleurs. voilà, c'est compliqué. Prévenir sa santé est-il devenu un privilège social? On a eu l'occasion d'en parler déjà avec vous, mais on va y revenir. Est-ce que effectivement, aujourd'hui, être en bonne santé, pouvoir faire de la prévention et après du dépistage peut-être, mais est-ce que c'est devenu un privilège social? Et enfin, les nouveaux fantasmes. Catherine, je vous regarde parce que en tant que sexologue, évidemment, quand on parle de fantasmes, on se tourne vers la sexologue. Avons-nous perdu le pouvoir d'imaginer? Ce sera un vrai sujet qu'on traitera tout à l'heure. Je vous propose de passer au sujet numéro 1. L'urgence d'une pandémie justifie-t-elle de passer outre les protocoles de sécurité long terme? Protocole. Alors, je lis un petit peu. Alors, toujours émission sans prompteur.
Vous imaginez, tout est là, c'est du par cœur. Néanmoins, ce petit écran me sert pas mal. Face à l'incertitude scientifique, à la pression collective, faut-il privilégier la rapidité d'action ou préserver des protocoles de sécurité construits pour le long terme? Entre prudence biologique et gestion de crise, la frontière elle est un peu fine. On est allé faire un micro-trottoir pour savoir si les gens... voilà, on leur a demandé Avez compris la question. Non, on a demandé aux gens si une nouvelle maladie grave apparaissait et qu'on vous proposait un traitement ou un vaccin développé très rapidement, seriez-vous prêt à l'accepter, même si on n'a pas encore... C'est vaccin que tu entends par préventif. Je vais reprendre. Ah, ça recadre. Ça Non, recentre. vaccin, ça fait partie des solutions. Mais si une nouvelle maladie grave apparaissait et qu'on vous proposait un traitement ou un vaccin développé très rapidement, est-ce que vous seriez prêt à l'accepter, même si on n'a pas encore plusieurs années de recul? Et qu'est-ce qui ferait pencher votre décision? Micro-trottoir. Alors, l'accepter immédiatement, peut-être pas. Je prendrai un peu de recul en cherchant le bénéfice que je pourrais en tirer par rapport au risque que je prendrais. Alors oui, moi je suis une guerrière, donc je veux tout tenter. Donc si effectivement ça peut me donner une vie plus paisible, plus longue, oui, pourquoi pas. Et moins de souffrance, bien sûr. Eh bien, je vous dis oui. Il y a un enfant malade, une maladie assez rare. On m'a demandé, je suis un traitement pour lui. On n'a pas beaucoup de recul. Eh ben, je le fais quand même. Franchement, bof. Sur ça, je préfère avoir du recul sur tout ce qui est vaccin, etc. Parce qu'on sait jamais en fait. Hein. Je sais que le Covid, j'ai été contrainte de le faire sans que je pouvais plus sortir. Mais c'est vrai que ça m'a pas trop plu parce que, en fait, quand il n'y a pas le recul nécessaire, c'est compliqué. Après, je sais que il faut aussi, parce que d'un autre côté, ça peut entre guillemets sauver des personnes. Mais moi, je pense qu'il faut vacciner en priorité personnes âgées, personnes vulnérables, et après pour toutes les personnes en pleine forme, voir en fait si c'est vraiment nécessaire ou non. Oui, en vrai, moi, je fais confiance un peu à la science quand même. Je me dis qu'ils ont fait des études, qu'ils savent de quoi ils parlent, donc je leur ferai confiance. Alors, vraiment, ce sont des gens qui ont été pris random dans la rue qu'on ne connaît pas, et même s'ils sont intervenus sur plusieurs questions, parce qu'on leur a posé plusieurs questions, maintenant qu'on avait des personnes disposées à répondre. Mais ce qui est intéressant de voir sur ce petit échantillon qui est représentatif de rien du tout, mais simplement les gens qui ont répondu, c'est que finalement, si demain, et on pense à l'épisode Covid, il devait y avoir une pandémie avec, encore une fois, un système peut-être de mise en place de solutions un peu rapides, les gens repartiraient. À partir de quel seuil, vous pensez, vous Martin, vous qui êtes épidémiologiste, vous pensez que on peut griller quelques protocoles mis en place qui demandent peut-être un certain temps pour sauver des vies ou pour trouver des solutions rapides? Non, mais je pense qu'ils ont vachement bien répondu, là, les gens qui étaient interrogés dans la rue, et je suis à peu près en ligne avec ce qu'ils disent. Il y a tout le temps des traitements qui sortent où on n'a pas des dizaines et des dizaines d'années de recul. Je veux dire, c'est tous les mois, on met sur le marché, en France et partout dans le monde, des innovations thérapeutiques qui ont été essayées dans quelques essais thérapeutiques sur quelques centaines de patients. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est quasiment l'histoire du développement des nouveaux traitements. Et quand les gens sont malades, ils le prennent. Les nouveaux vaccins, c'est pareil. Je veux dire, on n'a jamais 30 ans de recul sur un traitement avant de le mettre sur le marché. Donc ça, c'est la réalité de ce qui se fait aujourd'hui. Après, j'entends bien toutes les polémiques qu'il y a eu pendant le Covid. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses sont assez avérées sur le rapport bénéfice-risque qu'il y avait sur ces vaccins. Et en fait, ce que les gens ont perçu, je pense, pendant la pandémie, c'est que oui, il y a du bénéfice, mais il y a aussi du risque. Et en fait, je pense qu'on n'a jamais autant regardé le risque et compris ce que ça voulait dire que ce risque, d'autant quand il s'agit d'un traitement préventif et quand, en plus, le bénéfice-risque, il n'est pas pour toute une population. Il y a un bénéfice-risque pour certains types de populations, effectivement, des gens qui ont un gros risque de faire quelque chose de grave. Donc pour eux, le bénéfice, il est très important et le risque relatif, il est beaucoup plus faible. À l'inverse, quelqu'un qui a un très 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 faible risque de faire une complication, pour lui, le ratio entre le bénéfice-risque, il est pas le même. Je crois que ça a été ça la question. Et dans ce qui s'est passé pour le Covid, il y a eu un moment, effectivement, où il y a eu un mismatch dans la stratégie et dans ce qui a été fait, c'est quand on a dit, mais je l'ai déjà dit des centaines de fois, mais je le redis là, l'idée que de vacciner toute la population pourrait permettre d'empêcher le virus de circuler. C'était un pari qui ne pouvait pas fonctionner puisque les vaccins, et c'est très rare d'ailleurs que ce soit le cas, n'empêchent pas
les virus, les gens de porter le virus et de circuler. Donc à partir de là, on était bien dans une stratégie de bénéfice-risque individuel selon le profil de la personne, et on n'était plus dans une stratégie d'essayer d'avoir 90% de la population qui était vaccinée. Et là, il y a eu un décalage qui a duré 1 an, je me souviens très bien en France, alors qu'on avait déjà les données, et on peut interroger cette période d'1 an où on a eu un décalage entre la stratégie et les quelques données scientifiques qu'on avait. Sur le reste, la notion de bénéfice-risque, les gens l'ont très bien expliqué d'ailleurs dans vos vidéos, il faut l'avérer, on intervient dans un processus biologique, ça peut créer des risques, et ces risques, ils existent, et parfois, ce sont des risques très sérieux, ça peut emmener des effets indésirables, et c'est aussi pour ça qu'il y a des commissions, des scientifiques qui évaluent le point entre le bénéfice et le risque, parce que s'il n'y avait pas de risque, de toute façon, on se pose aucune question. Oui, Christian, sauf que dans le micro-trottoir, il est question de gens qui parlent à titre individuel et pas d'obligation de suivre un traitement. C'est pas la même chose. Alors, Christian, je voudrais vous entendre là-dessus. Assuré pour le mobilier. Pardon, ouais, je suis assuré pour le mobilier, c'est bon là. Vous pouvez... Non, je pense qu'il y a d'ailleurs d'abord une grosse différence à faire entre traitement et vaccin. Parce que ça ne s'adresse pas aux mêmes personnes. Effectivement, quand on parle du rapport bénéfice-risque, et les personnes qui ont été interrogées parlaient oui, si je suis gravement malade, etc. Oui, là, effectivement, beaucoup de gens, quand ils sont gravement malades, ils sont prêts à prendre des risques dès lors qu'il y a un petit espoir d'aller mieux, même s'il y a des graves effets secondaires, mais le rapport bénéfice-risque restera favorable. Et donc, effectivement, ce n'est pas la même chose qu'un vaccin qui s'adresse à des gens en bonne santé. Et c'est pour ça qu'il y a cette réaction très vive vis-à-vis du vaccin qu'on n'a pas vis-à-vis des autres traitements. C'est que le vaccin s'adresse à des personnes en bonne santé. C'est comme la nourriture. On a une exigence de sécurité sur la nourriture très supérieure à celle d'un médicament, tout comme on a une exigence de sécurité sur le vaccin très supérieure à celle d'un autre médicament, parce qu'elle s'adresse à des gens en bonne santé et à un très très grand nombre de personnes, puisque ça rentre dans le préventif. Donc ça s'adresse à un très grand nombre de personnes et des personnes en bonne santé. Et donc quand on va se faire vacciner, c'est pour être protégé et certainement pas pour être malade. Donc ça explique effectivement qu'il y a cette réticence qui est toujours plus grande sur le vaccin que sur les traitements. Maintenant, après, si on prend l'exemple du Covid, tout à l'heure Martin disait un vaccin, ça protège pas de la maladie, etc. Si, il y a des vaccins qui sont extrêmement efficaces. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que ça n'empêche pas le virus de circuler dans la population. Mais si, lorsqu'il y a, les vaccins sont très... Quand on est vacciné contre la tuberculose, on ne chope pas la tuberculose. Le virus ne circule plus, ou la bactérie, selon les maladies. Il y a des vaccins qui sont des vaccins qui sont des vaccins efficaces. Puis il y a des vaccins fuyants. Les vaccins fuyants, c'est des vaccins qui laissent le virus se propager. Et ça cause un gros problème, surtout en période de pandémie. Et donc, et en particulier, moi je comprends très bien toutes les réticences qu'il y a eu et qu'il y a encore vis-à-vis des vaccins ARN messager. Je pense que d'ailleurs, il y a eu une stratégie qui a été très négative. Parce que les gens qui sont réticents vis-à-vis des vaccins, quand on a un vaccin dont on n'est pas sûr parce qu'on n'a pas le recul, etc., il ne faut surtout pas venir dire c'est miraculeux. Il faut avoir l'honnêteté de dire, écoutez, on n'a pas mieux pour le moment, et on ne vous oblige pas, parce qu'en fait, ceux qui ne voulaient pas être vaccinés, c'était une opportunité extraordinaire pour faire de la véritable science, puisqu'on n'a pas eu le temps, on a dû aller très très vite. Donc on a squeezé la phase 3, qui est la phase d'essais cliniques grande échelle, avant de passer à la phase 4, qui est la phase commerciale. Mais on peut le comprendre dans une période d'urgence, mais à ce moment-là, il faut faire de la phase 4 une phase 3. C'est-à-dire avoir un suivi sur de longues périodes pour les personnes qui ont reçu le vaccin et avoir un groupe contrôle. Le groupe contrôle, c'est ceux qui ne l'ont pas reçu. Quelle aubaine, il y a des gens qui n'en voulaient pas. Au lieu de les vilipender, prenons-les comme groupe contrôle, le contrôle négatif. Et puis parmi ceux qui voulaient le vaccin, dans les vaccinodromes, c'était facile. Il suffisait de faire 2 postes, un poste détection et un poste vaccination. Détection pour distinguer parmi ceux qui sont vaccinés, ceux qui ont été déjà contaminés, ceux qui ne l'ont pas été. Et parmi ceux qui ne le sont pas, qui ne veulent pas être vaccinés, distinguer également ceux qui ont eu le virus et ceux qui ne l'ont pas eu. Et là, il y en avait 4 groupes, comme ça a été fait avec le MERS-CoV, la version du Moyen-Orient du SARS-CoV, donc le virus responsable de la Covid. Ça a été fait sur 4 groupes de dromadaires. Et il y avait ces 4 groupes, vaccinés, pas vaccinés, et 2 sous-groupes à chaque fois. Plein d'études de suivi. Oui, mais ça aurait été vachement intéressant. Et là, on aurait eu au moins
on n'aurait pas fait tout ça pour rien. On aurait un véritable recul. Et puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que je comprends tout à fait les réticences, et je fais partie de ces gens réticents, parce que les vaccins à ARN messager, qu'on nous a vendus comme quelque chose de miraculeux, sont quand même les seuls médicaments nécessitant une prescription médicale dont on ne connaît rien de la quantité de principe actif délivré. Parce que le principe actif, ce n'est pas la quantité d'ARN messager, ça on la connaît, c'est la protéine fabriquée à partir de l'ARN messager. Et le taux de traduction, qui est le processus qui permet de passer d'un ARN messager à une protéine, ça varie d'un individu à l'autre, ça varie d'un tissu à l'autre, et chez un même individu et pour un même tissu, ça varie en fonction de l'état de santé de la personne, si elle est en forme, si elle est fatiguée, etc. Donc on ne connaît rien. Imaginez une boîte de Doliprane dont vous ne connaissez rien de la quantité de paracétamol contenue dans chacun des cachets de la boîte. C'est un truc de fou. Et on nous dit aujourd'hui qu'on maîtrise tout. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et je dis qu'on a été véritablement... c'est une très mauvaise stratégie, parce que si demain on a un magnifique vaccin hyper efficace, les gens vont continuer à mettre le doute parce qu'on les a roulés dans la farine. Donc en fait, ceux qui sont vaccinosceptiques vont l'être encore beaucoup plus, parce qu'on leur a fait croire que quelque chose était miraculeux alors qu'il ne l'était pas. Et donc je pense que c'est une très mauvaise stratégie. Donc je pense que pour répondre vraiment à la question, non, l'urgence ne justifie pas de court-circuiter tous les protocoles de sécurité. Alors après, c'est vrai que pour remettre dans le contexte, tout est allé très vite. Moi, je me souviens que comme tout le monde, maintenant ça paraît, on a tous été impactés par ça, mais quand la pandémie apparaît, on est tous un peu en panique, et quand on entend parler d'un vaccin, on est content. En vérité, la première chose, on est un peu soulagé parce qu'il faut aller vite, et j'imagine qu'il y a plein de... Quand on est responsable politique, on a envie de sauver un peu sa population, et que derrière, il peut y avoir... Juste pour rétablir quelques données, il y a des calculs très savants, et on fait partie des équipes qui l'ont fait. Les campagnes de vaccination qui ont eu lieu au moment où on n'en avait pas ont sauvé des milliers, des centaines de milliers de vies dans la population âgée, certes, mais on avait quand même un produit qui permettait d'éviter ces vagues. Nous, on avait fait les calculs, avec les 2 premières vagues, il restait 80% du réservoir de personnes âgées qui pouvaient mourir. Donc, c'est-à-dire que tous ceux... Et on le sait, qu'il y a eu des vagues très meurtrières au début avec le Covid, on avait un moyen d'éviter ces nouvelles vagues meurtrières. Et d'ailleurs, elles ont été évitées. Donc je pense qu'il faut aussi se rappeler que c'est un produit pharmaceutique qui a permis d'éviter énormément de décès dans tous les pays où il y a eu des campagnes vaccinales. Ça, c'est difficile de savoir, de pouvoir affirmer que ça a permis d'éviter, parce que par définition, on ne sait pas ce qui serait passé s'il n'y avait pas eu. Donc quand on dit, oui, mais peut-être qu'au moins ça aurait limité les formes graves, bon... On connaît quand même des gens qui ont eu des injections et qui ont fait des formes graves. Mais juste pour expliquer simplement, si vous voulez, à chaque fois, on avait dans nos modèles, c'est-à-dire qu'en fait, vous aviez une pression où vous faisiez ces confinements, qui étaient une catastrophe. Enfin, ça, c'était une catastrophe. Ça montait, vous faisiez le confinement, on arrivait à prédire quasiment à la demi-journée près où ça allait retomber. Et à chaque fois qu'on relâchait, on voyait que ça remontait. À un moment, il y a eu des campagnes de vaccination, on a relâché, c'est pas remonté. Donc, on était quand même assez certains du fait que ça avait quand même un effet sur la mortalité. Des vagues, si on arrête dans le creux de la vague, forcément, ça repart pas tout de suite. Donc, non, mais ça repartait. En fait, ça repartait en circulation et ça repartait pas en mortalité. Donc, il y avait une dissociation qui était quand même clairement liée au comme vous avez dit tout à l'heure, peut-être que c'était la stratégie qui n'était pas bonne de vouloir vacciner tout le monde et qu'il y avait... ça, vous l'avez dit... personne ne dira le contraire. Ça, vous l'avez dit en début d'émission. Autant se centrer sur les consensus, personne quand on disait ça à l'époque, on était vilipendés. Et on était forcément un anti-vax et un complotiste. Donc, le mot est lâché. Mesdames, messieurs, ce n'est pas une émission... Le simple fait d'être critique sur ces vaccins, je compare aujourd'hui, aujourd'hui, on peut en parler plus librement, déjà. Un Palestinien qui a pris une bombe sur la gueule, il a mal à la jambe, vous êtes antisémite. C'est pareil. Vous dites que le vaccin, je ne suis pas trop sûr, ou j'ai des doutes, ou moi, quand je m'exprimais là-dessus, je ne pouvais pas être plus prudent. Je disais, j'espère me tromper. Je crains ceci au regard des données scientifiques que l'on a avec, par exemple, des vaccins vivants atténués pour lesquels il y a eu des recombinaisons avec le virus souche. Et je crains, comme le virus continue à circuler, etc., je craignais ce genre de choses. Je disais, j'espère me tromper. Mais ça fait partie des craintes. On a le droit d'en discuter, on a le droit de mettre ça sur la table. Tout de suite, on n'a même pas écouté le reste. C'était anti-vax complotiste. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable. Et on n'a pas le droit d'avoir un autre avis. C'est vraiment... Et donc, ça contribue à renforcer, justement, ce qu'on appelle
le complotisme, c'est-à-dire à penser qu'il y a anguille sous roche. Mais Christian, aujourd'hui, il faut faire la synthèse, il faut faire le retext, et il faut juste dire ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien. Je pense qu'il faut dire, oui, effectivement, ce vaccin a empêché une grande mortalité dans une population fragile qui a eu la chance moi, j'attends les chiffres. Moi, j'aimerais bien qu'on me donne les chiffres qui permettent de le prouver. Effectivement, mais d'ailleurs, je pense que même les gens qui l'ont décidé à l'époque le disent aujourd'hui, enfin les scientifiques, qu'on a voulu vacciner toute la population alors qu'on savait que ça n'empêchait pas la circulation, on est allé un petit peu trop loin dans l'initiative. Alors, aujourd'hui, même Delfrécy, le conseil scientifique le dit, donc il y a une espèce de consensus. À l'époque, on autorisait les gens vaccinés à aller sur une terrasse de café et ceux qui n'étaient pas n'avaient pas le droit. Non, mais ça veut dire qu'on niait le fait que le virus puisse circuler chez les gens qui avaient eu l'injection. Donc c'est facile de dire aujourd'hui... Je cherche juste à dire qu'aujourd'hui... il y a un consensus sur ce qui a été bien fait et ce qui a été mal fait. Et les gens reconnaissent ce qui a été mal fait. De toute façon, ce qui est intéressant aujourd'hui dans le micro-trottoir, c'est de dire, en tous les cas, les gens, là, ils sont prêts, ceux qui ont été interrogés, de dire si demain ça se passe, on fera plus ou moins la même chose. Là, je ne suis pas d'accord avec Martin quand il dit on reconnaît, parce qu'on ne reconnaît pas le fait qu'on a fait n'importe quoi. Vous savez, la preuve, c'est qu'on est en train de développer des nouvelles versions de vaccins ARN auto-amplifiants, c'est-à-dire où l'ARN, on injecte en plus de l'ARN l'enzyme qui permet de répliquer cet ARN. Et donc, du coup, on a un ARN qui va durer encore, qui va avoir une demi-vie beaucoup mais dans plus quelle longue, maladie etc. Dans quelle maladie? Si c'est dans des maladies cancéreuses, on peut imaginer qu'on va tester des choses. Non, mais alors là encore une fois, on retombe dans la nuance du début. Si on s'adresse à des personnes qui sont, par exemple, malades, c'est pour ça que je pose cette question. Et qui ont le cancer, mais effectivement, mais l'ARN n'est pas que développé dans les vaccins. Mais là, c'est complètement différent. Non, je parle des vaccins ARN auto-amplifiants qui sont, par exemple, développés pour lutter contre la grippe aviaire, donc chez les canards, etc. Et il y en a aujourd'hui un de Pfizer qui est en cours de développement, qui est un vaccin ARN auto-amplifiant contre le Covid. Et là, quand je disais qu'on ne maîtrise rien de la quantité de principe actif avec un auto-amplifiant, c'est encore bien pire, puisque l'ARN va se reproduire et ce n'est pas lui le principe actif. Là, on ne maîtrise même plus rien de la quantité d'ARN délivrée. Et le principe actif, ce n'est pas l'ARN, mais la protéine. Et c'est pour ça qu'il y a des gens pour qui ça s'est bien passé et des gens pour qui ça s'est très mal passé. C'est parfaitement documenté scientifiquement. L'histoire des AVC, l'histoire des thromboses, etc., c'est parfaitement documenté. Il y a des études qui auraient pu être faites en amont. On sait aujourd'hui qu'il y a des effets auto-immuns parce que on a la protéine spike, donc la protéine vaccinale produite à partir de l'ARN qui est capable d'interagir avec le facteur plaquettaire 4, etc. C'est parfaitement documenté. C'est exactement ce que tu dis. Tout, c'est documenté, c'est dans les rapports de mais on n'en tire aucune leçon puisqu'on continue. Et j'ajoute que c'est vrai pour tous les autres traitements. Je veux dire, les maladies auto-immunes, il y en a dans d'autres traitements. Alors, est-ce qu'on peut... Oui, c'est pas unique, on a l'impression qu'on présente a affaire à des vaccins qui s'adressent à des gens en bonne santé. Donc la réaction est complètement différente. Non, mais voilà, c'est vrai que cette émission-là... Non, mais bon, en tout cas, merci. Merci. Voilà. Alors, c'était pas, je voulais pas faire un sujet Covid, c'est juste que... Non, savoir... pas du tout. Non, mais inévitablement... Ce que je voulais dire, c'est que le sujet du Covid, ça nous a tous marqués. Demain, tout le monde nous prédit une nouvelle pandémie demain. Mais oui. Donc, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qui se passera? Juste une petite précision, c'est que bien sûr qu'on nous prédit, on n'a pas de mal à le prédire, puisque les mêmes causes produisent les mêmes effets. On n'a tiré aucune leçon. Moi, j'ai eu la naïveté de croire, à un moment donné, que la pandémie Covid était un mal pour un bien. Mais t'es naïf, parce qu'enfin, on allait comprendre qu'on faisait tout et n'importe quoi. Parce que, par exemple, le virus responsable de la Covid n'est pas un virus tueur. Il a tué beaucoup de monde, mais ce n'est pas un virus tueur. Un virus tueur, il n'y a pas de deuxième vague, troisième vague. Il fait énormément de dégâts. C'est justement pour ça que comme il tue son vecteur de propagation, il n'y a pas de deuxième vague, troisième vague. C'est un virus qui a porté les stockades finales chez les gens fragiles, les fameuses comorbidités. Fameuses comorbidités, c'est les fameuses maladies chroniques dont on parlait dans une autre émission, qui sont en fait des maladies environnementales. Qu'a-t-on fait pour ça ? Qu'a-t-on fait pour essayer de faire en sorte que les gens soient en meilleure santé pour faire face à un virus ou une bactérie? Rien du tout. On continue de la même manière, on continue à autoriser toutes les merdes de pesticides, de perturbateurs endocriniens, on continue. Et donc voilà, on a des gens qui sont obèses, on a des gens qui ont le cancer, etc. Calmez-vous. C'est les fameuses comorbidités. Mais dans les fameuses comorbidités, on ne nous précisait pas de quoi il s'agissait. On va devoir vous faire évacuer du plateau. Donc voilà. Non, mais, sécurité. Je veux dire, tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Christian, nous devons passer... Alors moi, j'aurais aimé, adorer, écouter... Jocelyn, même si son avis n'a que très peu d'intérêt. Non, parce que déjà, est-ce que toi, par exemple, mais non, c'est pas le sujet, on les passe. Catherine, j'aurais adoré aussi vous écouter, mais là, vous avez... J'ai des choses à dire. Mais non, mais je suis désolé, je ne dis plus rien sur les autres sujets. Non, mais alors, juste... Bon, j'espère bien. On passe au sujet suivant, maintenant.
Bon, c'est vrai qu'on s'est un peu laissé déborder sur l'aile droite. Là, il a fait un débordement aile droite, accélération, centre, voilà, barre tête sur le poteau, ça va. C'est passionnant. Ça, Martin, non, mais c'est des sujets. En tout cas, on voit que vous êtes engagé. J'aime votre côté diplomate, mon cher Martin, et à trouver toujours cet espace de discussion. C'est le but, hein, expérience santé. Sujet. Voilà, non, mais c'est un sujet très délicat et j'espère que vous qui nous regardez, bon, comme ça divise, j'imagine qu'on va se faire insulter. Si vous voulez nous laisser des commentaires négatifs, allez-y, on les effacera. Hein. Je veux dire, non, mais pas du tout. Non, mais c'est des sujets qui tendent, qui donnent des tensions parce qu'on est tous un peu quand même traumatisés. Et c'est vrai que je le disais tout à l'heure, souvent on nous reparle de pandémies qui vont arriver. Donc, bon. Maintenant, est-ce que prévenir sa santé, sans transition, est devenu un privilège social ? On a des envoyés spéciaux, vous le savez, mon cher Christian. Qui s'appelle IA. Qui s'appelle Yann, qui s'appelle Liane, Mais pour un petit peu lancer ce truc, c'est vrai qu'on a des difficultés à trouver un spécialiste. Les bilans de santé très complets, ça coûte très cher, c'est souvent non remboursé. Il y a le coût des compléments alimentaires qui sont, pour ceux qui sont bien dosés et qui coûtent aussi très cher. Il faut manger bio, tout ça. Bon, voilà. Est-ce que on peut être tous égalité face à la prévention ? Un sujet signé Timothée Prisunic et Marie-Myriam Talbot. Bilan de stress oxydatif, médecine fonctionnelle, analyse du microbiote, programme personnalisé, alimentation bio, compléments alimentaires de qualité, autant de hors-forfait qui rendent la prévention inaccessible pour certains. Mais franchir la barrière financière ne garantit rien, car une fois la porte du cabinet ouverte, un constat plus subtil apparaît. Avoir les moyens de se soigner ne signifie pas que l'on s'en occupe. Pour un dirigeant ou un entrepreneur, le vrai sujet n'est pas le prix d'une consultation, c'est le temps. La prévention demande de l'anticipation alors que notre modèle professionnel valorise l'urgence et la performance immédiate. Il existe aussi un paradoxe plus discret, l'environnement. Cadres et dirigeants vivent souvent au cœur des grandes villes. Pollution de l'air, bruit, lumière artificielle tardive, sédentarité, stress chronique. Cette pression biologique cumulative, ce que les chercheurs appellent la charge allostatique, finit par peser lourdement. Autre paradoxe, l'infobésité. Podcast, applications, tests, conseils permanents, le savoir est partout. Mais ce trop-plein crée du bruit. On compare, on hésite, on doute. La question n'est plus d'avoir accès à l'information, mais de savoir par quoi commencer. Au-delà de l'argent, apparaît une nouvelle inégalité cognitive et relationnelle. Connaître le bon spécialiste, savoir interpréter un bilan, distinguer la science du marketing, décider d'agir avant le symptôme. Si la prévention est un luxe, ce n'est peut-être pas celui qu'on croit. Si la prévention est un luxe, ce n'est peut-être pas celui qu'on croit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Encore une fois, je reviens sur ces personnages générés par l'IA, cette IA en question, beaucoup de personnages d'Asie. Je ne sais pas, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de rapport par rapport au Covid, ni à la chauve-souris. Non, non. Évidemment. Bon, alors, est-ce que l'espérance de vie, déjà, et la prévention, elle est corrélée forcément au niveau de revenus, Martin ? Ah oui, oui, complètement. C'est le premier déterminant de l'espérance de vie, c'est le revenu. On dit souvent, c'est l'emploi, la culture et évidemment le revenu en numéro 1. Les Anglais ont beaucoup bossé là-dessus, on le voit, et on le voit aussi en France. Il y a plein d'indicateurs qui sont développés. Donc ça, c'est une vérité scientifique. Après, par quoi ça passe ? Ce qui est écrit, c'est que quand on a un environnement assez rassurant, on est quand même moins stressé, on a moins de stress chronique. Et en fait, le stress chronique est quand même le lit d'un très grand nombre de pathologies. Donc en fait, le meilleur moyen de faire de la prévention, c'est d'avoir une vie qui est non précaire. Après, évidemment, y a plein de comportements qui vont... En fait, le comportement avec ce fameux plaisir dopaminergique, là, il va venir faire baisser le stress. Donc en fait, on est très stressé, on va chercher à se rassurer en consommant du plaisir. Ça va nous aider à supporter ce stress chronique. Donc c'est vrai que l'injonction à avoir un mode de vie extrêmement vertueux chez des gens qui sont dans ultra précarité, c'est un peu, c'est un peu, je pense, à côté de la plaque. Donc il y a une espèce de pyramide de priorité. Donc les gens, d'abord, ils arrangent leur situation de précarité au quotidien. Et puis une fois qu'ils ont réglé ces problèmes-là, ils se mettent à s'occuper de leur santé. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que ça marche assez peu
les campagnes d'information sur la santé chez les gens qui sont très précaires et dans des situations très compliquées. Mais est-ce qu'il n'y a pas un biais d'analyse faite sur des populations citadines versus campagne? Parce qu'il y a aussi le bon sens paysan. Il y a des gens qui vivent très bien, de façon assez modeste financièrement, mais qui ont le b.a.-ba d'un l'espérance de vie est bien plus haute à Paris et en Ile-de-France que dans les campagnes. D'accord. Donc non, c'est vraiment... Alors peut-être... L'espérance de vie est plus haute à Paris que dans les campagnes? Bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'accès aux soins, peut-être? L'Île-de-France, non, ça n'a rien à voir avec le soin. Je dis n'importe quoi. Le soin, non, mais dites-le bien. Le soin, regardez la caméra. Le soin, c'est moins de 10% de l'espérance de vie. Pardon? Le soin, c'est moins de 10% de l'espérance de vie. C'est pas le soin qui détermine notre espérance de vie, c'est notre mode de vie. Mais alors attendez, donc, ça veut dire que... le stress, il est quand même plus citadin né à la campagne, donc on en revient à que sont devenus nos campagnes. Non, c'est pas vrai. Je pense que ça, c'est un mythe. Il y a une vraie précarité, une vraie pauvreté dans les campagnes. Les gens ne savent pas de quoi... C'est dur d'être pauvre en ville par rapport à être pauvre à la campagne. C'est beaucoup plus difficile. Attendez. Moi, ça veut dire qu'on vit mieux dans les grandes villes qu'à la campagne. On est en meilleure espérance de vie dans les grandes villes qu'à la campagne. Oui, mais pourtant, il y a plus de pollution. Ça veut dire que tout ça... Parce que les gens dans les zones périphériques et à la campagne aujourd'hui sont dans une situation de précarité très importante. Ils sont très stressés parce que ce qui va devenir contrairement à ce qu'on peut penser. Et donc, ils vivent moins bien. Et donc, du coup, le taux d'obésité, il est beaucoup plus important à la campagne. Et les gens mangent beaucoup moins bien. C'est la vérité de la France. Donc, la fausse idée d'Épinal, comme quoi on est dans une petite campagne, on mange les fruits du jardin, on est relax. Et dans les villes, on est ultra stressé. C'est l'extrême inverse qui existe. Ah bon? Alors là, je suis étonné. À qui je peux passer la parole pour être en conflit total avec Martin? Avec Catherine. Allez, Catherine. Fight. Non, je ne fais pas fight. Parce que là, est-ce qu'il y a beaucoup plus de gros dans les campagnes, Catherine? Oui, les campagnes sont gros, les paysans sont gros. C'est ça, Martin. Je n'ai pas été votre envoyé spécial à la campagne. Tu veux vraiment que je me fasse des amis, toi? Non, je ne peux pas faire de fight et je n'ai pas l'intention de faire. Tous les gens à la campagne ne sont pas paysans, juste pour te le rappeler. Non, mais je pense que la question, c'est encore une fois, c'est rien de scientifique dans ce que je vais dire, c'est une idée personnelle. Justement, c'est ça qu'on veut. Voilà. C'est ça qu'on veut, voilà. C'est une idée personnelle. Il me semble qu'en ville, être pauvre en ville est beaucoup plus douloureux que riche en ville, parce que pauvre à la campagne, tu veux dire? Que pauvre à la campagne. Pauvre à la campagne, pardon, oui, bien sûr, merci. Parce que quand on est pauvre, à moins d'avoir une capacité de prise de recul, de plaisir à être qui on est soi, même si l'autre est autre chose et même si l'autre accède à autre chose, mais on est tenté de toutes parts et mis en échec de toutes parts sur ce que l'on n'est pas. Moins on a d'argent, plus on va devoir être dans des démarches de déplacement plus difficiles, plus éloignées, enfin, c'est coûteux la vie. Alors certes, il y a plus de travail dans une mégapole que dans la campagne, et donc on résout peut-être la question d'avoir du travail, et donc cette anxiété-là, mais faire grandir des enfants dans quelques mètres carrés en ville par rapport à une grange, une ferme à la campagne, les choses sont peut-être un peu différentes, me semble-t-il. Maintenant, évidemment, il y a aussi le regard que l'on peut avoir sur ce qu'est la ville et qu'on n'est pas, ou l'estime de soi différente, peut-être effectivement des gens qui ont moins d'éducation, peut-être, et encore je ne suis pas sûre, parce que je pense que l'éducation orale est une éducation forte, donc on peut avoir des principes de vie, j'ai le sentiment que, je sais pas, mes grands-parents, arrière-grands-parents, ils avaient des trucs qu'ils se transmettaient, qui leur faisaient bien vivre. Catherine, vos sentiments? On s'en fout. On s'en fout, c'est ce que j'allais dire. Bien sûr. Mais j'avais bien prévenu que c'était un sentiment. Il est redoutable. Et puis, à la campagne, et du coup, j'interroge ce qui est devenu la campagne, c'est-à-dire la petite maison où on va aller se reposer, de l'image d'Épinal. Oui, la maison de campagne. À la campagne, et on est entouré de vignes. Ça, c'est la campagne du Parisien, ça. Voilà, et qui est pour lui son repos, mais qui est certainement son shoot de... Sans problème de nez. D'accord. Shoot de pesticides. Oui, alors justement, je me tourne vers Christian sur cette fameuse exposome, cet environnement. Oui, alors moi je suis surpris, je conteste pas ce que dit Martin puisque c'est le résultat. Après c'est ses chiffres à lui. Hein. Non, mais on les connaît. Mais tu peux contester, je suis surpris comme Catherine, que moi j'étais persuadé du contraire, que l'espérance de vie était beaucoup de téléspectateurs réagissent aussi. Hein, moi, je pense que c'est plus... J'aurais tablé plus sur les corps de métier, indépendamment de la ville et de la campagne, que sur le fait d'habiter en ville ou en campagne. Maintenant, si effectivement c'est le cas, qu'il y a une espérance de vie plus faible en campagne,
alors il faut peut-être poser... Peut-être des essentiellement pôles parce que les gens médicaux. sont plus pauvres. Hein. C'est parce que Oui, comme les ou gens des sont pôles- plus pauvres... mais est-ce que c'est la seule raison? Il y a peut-être Ou un est-ce qu'il y a- éloignement des pôles Ou est-ce qu'il y a médicaux. d'autres raisons telles que voilà Non, parce qu'il a dit que c'était le l'environnement, soin. Il a dit que le soin, c'était que 10%. Donc l'éloignement, c'est pas tant que ça. Mais Jocelyn, Oui. le mec, il passe la balle comme ça. Toi, par exemple, t'en penses quoi? Moi, j'ai connu les deux. J'habitais Non, mais est-ce pendant que- très longtemps et à la campagne. Non, Ouais. mais pour Dis-moi. resituer le débat, c'est est-ce que la prévention, c'est aujourd'hui réservé aux plus riches? Totalement. Est-ce que toi, tu as déjà renoncé? On sait que tu n'as pas une thune. Est-ce que Exactement. J'ai déjà renoncé à des soins. tu as pendant- déjà renoncé à des actes de prévention, manger bio, Totalement. prendre des compléments alimentaires, faire des tests poussés, analyses, parce que tu dis, ouais, non, mais là, je préfère... Pendant une période de ma vie où j'étais dans une situation beaucoup plus précaire, j'ai refusé des soins, en effet. Donc je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, et tout à l'heure Martin l'a dit, de toute façon, plus on bénéficie Oui, mais il a dit que c'était que 10%. Parce que Non, là, on est dans la rejoint prévention. sur par rapport à la prévention tout à l'heure, tu as dit. Hein, le soin. Dans le soin, que la Ouais. contribution du soin à l'espérance de vie, c'était que 10%. Que c'est 10%. Parce qu'effectivement, Ah, mais justement, comme ce 90%, c'est vrai que à la fois la façon de manger, c'est-à-dire l'exposome en fait, C'est ça, va on- dépendre ouais. de la façon qu'on a de Et je vivre, mangeais du stress n'importe chronique. comment, Voilà, exactement. Mais moi, je l'ai vécu. Hein, c'est pareil. Quand j'ai eu des phases un petit peu plus compliquées, on mange n'importe C'est quoi, on swipe sur les réseaux sociaux. En fait, on cherche une espèce de compensation à des situations de stress qu'on vit au quotidien. alors justement, ben, moi je me souviens jeune, dans une période où l'argent était compté, eh bien je descendais au marché en fin de marché où il disait 10 balles, machin, où il vendait moins cher le truc parce que j'étais toujours avec ma petite carotte et mon petit... C'est aussi, c'est Mais s'il n'y peut-être... avait pas d'autres comportements de compensation. Peut-être, je ne sais pas. Oh là là. Ouais, mais bon, Mais en fait, je sais pas. écoutez, Pour moi, il y avait un enjeu Non, de non, survie mais- qui était aussi de regarder un axe. je pense qu'on Comme pourrait quoi, aller c'est beaucoup possible. plus loin dans cette question, mais on n'ira pas plus Et loin. aller plus. Mais On va après, s'arrêter mais on n'a rien Le dit. Nutridico. Non, mais on n'a rien dit sur la médecine, effectivement. Mais oui, non, mais préventive, des moi je analyses, voulais des compléments parler de ça alimentaires, d'ailleurs, etc. c'était le sujet. Oui, mais on est parti sur autre chose. Mais effectivement, rendons-nous à l'évidence que ça coûte une fortune. Alors, est-ce qu'on doit dire donc c'est réservé aux riches? On est aussi habitué à ce que la médecine soit gratuite. Donc, il y a de toute façon, même des gens qui ont de l'argent ne vont pas. Moi, je vois des patients qui ont de l'argent, mais qui ne vont pas aller faire des analyses qui vont leur permettre. C'est ce que disaient nos confrères, nos reporters sur le terrain, que aujourd'hui le temps, qu'on peut Une avoir le histoire- temps et l'argent et pas prendre son temps parce qu'il y a une urgence, parce que Et voilà. pas vouloir que ça... Alors, parce que psychologiquement, le soin, c'est un truc qui est donné gratuitement par une maman. Donc, on ne veut pas faire une démarche où on va pas mettre d'argent dans des vacances, dans un style de vacances, mais plutôt dans un soin de soi. Il y a une idée que le soin, il m'est acquis parce que ma mère me l'a donné gratuitement. On revient à la tête. C'est là où on voit la psy quand même. Ça, c'est la Parce que psychanalyse, là, on voit, Oui, là, non, on mais est c'est vraiment vrai. dans la psychanalyse. C'est Là, vrai. vous savez, Mais vous n'aviez comme- même pas pensé à ça, vous non plus. Non, mais, et là, comme, bam. mais comme vous attendez, messieurs, mère. que vos femmes, elles s'occupent de vous. Oh là parce là, que- Catherine, on a un cliché, là. ça, s'y c'est- attend. Sinon, Oh c'est là qu'elles là. vous aiment Oh là pas. là. Et donc, Oh là le là, rôle pas du du soin, tout. elle va se l'approprier. Pas du tout. Pas du Oh, tout, pas Bien du tout. sûr. Catoche. Nos C'est femmes vous. ou nos hommes, hein, 2026. C'est vrai. Attention, on peut se faire attaquer aussi là-dessus. Vous savez, là, on se Mais fait non, attaquer de mais on tous peut- côtés. on peut En tout cas, plaisanter. ça c'est un aspect qui n'a pas été traité par Ingrid et Annabelle. hein. Exactement. Mais Ingrid Abel, vous savez, les envoyés spéciaux, on va les changer. Vous savez quoi, on va les changer, nos envoyés spéciaux. Et on va passer au troisième. Et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment du tout parlé du sujet Non, on a dévié total. qui était lancé, mais c'est C'est ça pas aussi. cadré, ce plateau aussi. C'est une expérience. Voilà, le plateau n'est pas géré du tout. Ça va vous faire plaisir ce lancement de sujet, mon cher Christian, parce que c'est pas du tout géré pour une IA. Pour le coup, on a envoyé de vrais envoyés spéciaux faire un vrai reportage. Ils sont allés au Liban pour ce. Pire. Les nouveaux fantasmes. Je suis rassuré. Les nouveaux fantasmes. Est-ce qu'on a perdu le pouvoir d'imaginer? Un reportage signé Rachid Reder et Linda Tati. Aujourd'hui, nous vivons dans une saturation permanente d'images. Les réseaux sociaux, les contenus explicites, les corps filtrés en continu ont installé une véritable obésité visuelle. Le désir ne se construit plus, il est stimulé à toute heure. À force d'exposition, le seuil d'excitabilité augmente. Ce qui troublait hier paraît banal aujourd'hui. Après les mois, une forme de désensibilisation peut s'installer. Avec l'arrivée de l'IA générative, nous avons franchi une étape supplémentaire. Nous ne consommons plus seulement des images ou des vidéos, nous les produisons à la demande. Deepfake, avatar, vidéo synthétique. Le fantasme devient personnalisable, ajustable, contrôlable.
L'algorithme ne se contente plus de suggérer nos désirs. Il les anticipe, il les met en scène, il les enferme parfois dans une boucle où tout nous ressemble. Or, le désir a besoin d'altérité, de surprise, d'un choc, de quelque chose qui échappe. Sommes-nous encore capables de fantasmer ou sommes-nous en train de déléguer notre pouvoir d'imaginer aux machines ? En train de déléguer notre pouvoir d'imaginer aux machines. Est-ce que cette hyper-accessibilité des images, des vidéos, réduit notre imagination, notre capacité à fantasmer, notre sexualité, notre envie de faire des parties... Non, pardon. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Pardon. Oui. Alors, Par la sexologue, on fait partout, pas partout. Les gangbangs, autorisés, pas autorisés. Il y a eu un truc il n'y a pas longtemps. Non mais ça, c'est sérieux. Il y a eu un sujet politique là-dessus, mais c'est pas le lien de cette émission. Catherine, pardon. Alors, le fantasme, alors c'est vrai que notre société, elle nous propose d'abord une somme incroyable de possibles. Si on reste sur le sujet de la sexualité, on a été envahi par la pornographie. Elle existe depuis longtemps, mais elle n'était pas accessible par tout le monde, parce qu'il fallait passer une porte, puis après il fallait avoir un abonnement à une chaîne, etc. Aujourd'hui, tout petit, on a accès à la sexualité, même quand on ne veut pas, ou on a un peu de curiosité, on ne va pas chercher dans le catalogue de la Redoute ou dans le truc universaliste, mais on a de l'information en permanence sur les liens intimes, les liens de la sexualité, les fantasmes à explorer, et du coup on s'évalue, est-ce que je suis à la hauteur de faire partie de cette société, puisque tout ce qu'elle semble proposer, je ne l'ai pas testé. Donc effectivement, je ne suis pas dans créer et chercher ce qui pourrait être source d'excitation pour moi, c'est-à-dire au-delà de ma morale, et fouiller ce truc-là en me l'autorisant pas, et en avançant petit à petit sur le chemin de la rencontre avec l'autre. Mais au contraire, je suis envahie de propositions qui vont définir ma valeur, couard ou pas couard, va-t-en-guerre ou pas, et donc ma valeur pour prendre place dans la société. Donc je pense que la capacité de l'imaginaire, fort heureusement, ne se tarit pas, puisque fondamentalement, il y a des films, il y a des auteurs de livres, il y a de l'art. Donc c'est qu'il y a des gens qui projettent leur imaginaire et qui s'autorisent un imaginaire. Mais il y a une difficulté de temps de vacances suffisant, d'ennui, pour que l'imaginaire puisse se créer. L'autre est là tout de suite. Regardez ces applis où qui est dans les 50 km autour de chez moi, qui est dans les 10 minutes autour de chez moi pour une partie de jambes en l'air. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le moment, bien sûr, que je ne propose pas qu'on s'envoie des courriers et qu'on attende que la poste veuille bien donner le courrier, le retour. Mais il n'y a plus de temps de latence où on crée du lien avec l'autre, où on fantasme l'autre, où comme la chanson de Nougaro, où si vous vous souvenez de cette chanson sur l'écran noir de Mes Nuits Blanches, où il se fait tout un cinéma, puis après elle arrive, et puis on se dit comment ça va, et on s'amène au cinéma. Et finalement, le fantasme va prendre le temps de prendre forme. En fait, dans cette urgence, dans cette alimentation permanente, dans cet espace de cerveau non disponible, puisque le but c'est de le remplir, on perd ce temps qui est un temps d'ennui pour être dans la créativité. Pareil pour les enfants, et ça commence. Avant de parler de la sexualité, nous ne laissons pas nos enfants s'ennuyer. Dès qu'ils s'ennuient, ils viennent harceler les parents, et les parents leur trouvent une activité. C'est vrai, et d'ailleurs on les voit avec les tablettes. Mais bon, mon cher Jocelyn, toi, parce qu'on sait que ta compagne nous regarde, on la salue. Elle réagit à l'émission. Elle réagit, d'ailleurs oui, elle réagit. Elle nous disait... Poutou, poutou. Ah oui, non, elle ne voulait pas d'acheter du pain en revenant. Mais, dites-moi. Est-ce que toi, mon cher Jocelyn, qui consomme énormément de porno sur les réseaux. Non, mais est-ce que, quelque part, tu constates que tu fantasmes moins, ton imagination est moins, on va dire, prolifique qu'auparavant en termes de sexualité? Non, mais tu remarques que ça a une influence sur ton couple. Voilà, c'est quoi ton avis à toi en tant qu'humoriste? Rien à voir. Moi, j'essaye de ramener les choses à moi, mais je me sens pas concerné par le... Comment ça, tu fantasmes? Attends, parce que je connais ta vie privée, donc tu n'aurais pas dû dire ça.
Parce que là, maintenant, c'est pas... Je me sens pas concerné dans l'idée de fantasmer. Non, mais tu fantasmes toujours autant qu'avant? Ouais, de la même façon. Ou ouais, tu consommes, par exemple, tu dis... Non, mais ce qui est intéressant, par exemple, on dit, avant, tu parlais du catalogue de la Redoute. Toi, tu regardais avant les films de M6 érotiques le dimanche? Ouais, j'attendais. Bon, aujourd'hui, tu regardes plus. Aujourd'hui, je regarde plus, non, c'est sûr. Et donc, tu ne le crées pas. Tu l'attendais. J'attendais, ouais. Mais là, vous voulez savoir si je suis dans une consommation? Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, on peut dire, tiens, je veux voir si un homme qui est hétéro ou une femme qui est hétéro ou d'ailleurs homo, peu importe, je veux voir tel partenaire en barésie rouge avec un chapeau vert en train. On peut le créer, on va le générer et ça va, à l'instar de nos reporters à Marseille. Mais en fait, Je vais peut-être vous surprendre, Fabrice, mais j'aimerais, je fantasme, je projette surtout avec ma compagne. C'est-à-dire que le manque vient du fait qu'on n'a pas l'occasion d'être assez ensemble et de faire davantage l'amour, mais sinon je ne projette pas. Voilà, le manque. Le message est L'espace passé. qui permet justement Le message est passé. de pouvoir construire. Alors, justement, je trouve très intéressant, le fantasme, c'est une histoire psychique qui est en combat permanent avec une acceptation du réel. Parce que le fantasme, ce n'est pas des choses qui sont nécessairement applicables, mais ce sont des choses qui vont nourrir une excitation, qui va permettre une action qui peut être très éloignée du fantasme lui-même au départ. D'ailleurs, on dit qu'il ne faut pas assouvir. Assouvir ces fantasmes parce que du coup, ils tombent un peu à plat. Ils sont tout d'un coup bruts de décoffrage et puis ils nous renvoient à la culpabilité ou à l'anxiété, etc. Et ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que l'image, elle va toujours contrarier un peu le fantasme. Et je vais dire une chose dans notre construction, on a souvent opposé les hommes avec des fantasmes qui s'appuyaient sur de la pornographie, qui étaient producteurs de pornographie, quand des femmes étaient plus intéressées par l'érotisme, par les films érotiques. Et c'est intéressant parce que dans notre construction psycho-affective, quand l'enfant va s'intéresser à sa pulsion sexuelle, évidemment qui sera générée dans la zone sexuelle, l'homme va avoir un truc extraordinaire pour lui, et à la fois limitatif, c'est qu'il va voir son sexe, le manipuler, voir sa capacité à avoir une érection, une éjaculation, etc. Donc, il va pouvoir le circonscrire très rapidement. Donc, lui, il a l'appui, et le cas échéant, il a l'appui visuel. Tandis que la femme, elle reste avec un énorme point d'interrogation, puisque ce qu'elle voit ne fait que cacher ce qu'elle contient, dont elle ne peut qu'elle ne peut rencontrer que par la voie de l'imaginaire. C'est pour ça que les femmes vont plus volontiers vers des choses voilées, vers des choses non mises sous des projecteurs, et ça sera ça leur source d'érotisme, parce qu'elles verront des tas de choses un peu interdites avec lesquelles elles se bagarrent pour se l'autoriser, et elles vont aller vers des choses érotiques. Et quand leur partenaire leur propose des choses plus mécaniques, c'est-à-dire plus de l'ordre de l'image, elles se projettent dans l'image et se disent « je ne suis pas cette femme-là, donc je ne peux pas y accéder ». Et elles s'interdisent beaucoup de choses. Et c'est toute la difficulté déjà entre l'homme et la femme. Et alors si on rajoute notre société ultra visuelle, et avec des scénarios extrêmement définis, poussés à l'extrême, jusqu'à l'extrême de la violence, etc., eh bien évidemment, il ne reste pas grand-chose à inventer. Merci. Vraiment, votre rapport là-dessus, il est très beau, exceptionnel. Ouais. Mais je voudrais quand même écouter Christian et Martin, vous n'allez pas partir sans nous avoir donné votre avis aussi. Consomme davantage de pornographie. On a aussi, c'est vrai qu'on a des grands consommateurs, on a vos accès, votre consommation mensuelle de porno, elle est en hausse incroyable. Hein. Là, j'ai des chiffres, parce que c'est de la science quand même. Lequel veut s'exprimer? Je pense que Christian sera très pertinent. Christian, oui, c'est quoi la question? Est-ce que tu as toujours cette capacité à fantasmer qui faisait ta réputation dans les années 60? Alors, 70. Au-delà de la question du sexe, parce que c'est pas le parce que le fantasme n'est pas que sexuel, bien sûr. Tout à fait. Je pense effectivement qu'il y a une perte d'imagination, parce qu'il y a des choses qui nous ont servi sur un plateau. Et déjà belles, et déjà emballées. Voilà, et c'est vrai que parfois, il y a quelques années de ça, il y a 15 ans, 20 ans, vraiment, je réfléchissais à, tiens, qu'est-ce que je vais faire de sympa et je pense que j'ai jamais été un très grand créatif, mais je pense que j'étais un peu plus créatif que je ne le suis aujourd'hui, parce que je suis victime de l'offre.
C'est ça. Voilà. Trop de femmes se jettent à vos pieds. Non, ne parlez pas de ces Mais oui, figures. je rigole, je plaisante. C'est pas compris que ce que je dis, la moitié, ça n'a pas de sens. Et l'autre moitié, je Ce qui plaisante. est dur, c'est de voir lesquels et... Martin, vous, est-ce que vous avez autant d'imagination qu'à l'époque? Ça, à l'époque, Martin, ça rigolait pas. hein. Sexualité, Moi, dans j'aurais- la santé publique. J'aurais tendance à dire que quand on est un jeune homme, soit on est dans une relation avec quelqu'un et dans ce cas-là, on se projette dans cette relation et on éloigne tous les toxiques, c'est toujours pareil. Et quand on est seul, on est victime de ça, quoi, parce que C'est très juste comme propos. quelque chose qui vient et on veut faire vrai. ça rapidement et donc du coup, on s'en débarrasse, quoi. Donc c'est un peu l'expérience que j'ai pu en avoir. Mais par contre, effectivement, aujourd'hui étant très heureux en ménage, Mais est-ce qu'il y a encore de nouveaux territoires à explorer pour Ouais. vous en ménage? Est-ce que vous pensez qu'il y a encore de nouveaux territoires? en fait, Mais c'est pas ça n'a nécessairement. rien à voir avec le c'est sujet pas de départ. nécessairement dans le ménage, c'est dans sa tête. Oui, parce mais qu'encore laissez-moi une poser fois, la le question. ménage, c'est au-delà de j'aurais tendance à l'application. dire en fait que moi j'ai eu presque le chemin inversé, parce que comme beaucoup de jeunes de ma génération, j'ai tout vu trop tôt. Et en fait, aujourd'hui, je suis en train d'effacer tout ça. Vous n'êtes pas si jeune que ça non plus. Hein. Faites pas nous redécouvrir, faut pas croire. voilà, nous les jeunes. Nous les jeunes. Voilà, Ouais, je peux terminer votre phrase, pardon. Non, Vous avez vu trop de choses. Voilà, trop on tôt. a vu trop de choses trop tôt. Je pense qu'il y a un âge, avec mes copains, c'est un peu comme ça, on les fasse, et puis après, on redécouvre dans la vraie vie. Et là, je pense qu'on est capable quand même de se redonner une certaine candeur, L'émerveillement. Eh ben, vous savez quoi? Merci à tous. On va quand même terminer par le Nutridico. Martin, passez pas, vous avez 5 minutes pour le Nutridico. Le Nutridico. Le Nutridico. Allez, on a encore 1 minute à passer ensemble. Merci. Si vous êtes encore là, merci. D'ailleurs, si vous êtes encore là, on peut Le problème, c'est qu'on repart du A à chaque fois. baisser le pied. On n'arrive jamais beaucoup plus loin. Vont-ils arriver à la lettre Z? Allez-vous arriver à la lettre Z? Et je vous rappelle, ce cadeau, hein, si vous jouez chez vous, non, il n'y a pas de cadeau. Il n'y a toujours pas de cadeau. On va y arriver. On va y arriver. Si vous êtes une marque, si vous êtes... que vous avez des goodies. Vous avez des goodies. Vous commencez Des par A, mugs, B, C, des D, t-shirts, F. pourquoi pas des canapés, ouais, je sais pas, on peut aller partout, des croisières, on sait, on est suivi par des millions de personnes aujourd'hui, hein. On espère. Bref, le Nutridico, 1 minute pour trouver un maximum de mots en fonction de leur définition, ça a forcément un lien avec la santé, avec la nutrition, des actifs, des ingrédients, faut ouvrir un petit peu les chakras, comme dirait notre ami Martin, me lâcher sur une séquence sur ce même média avec Patrick Martini. Je vous invite d'ailleurs à revoir cette émission, disponible sur nutritv.fr, et pensez à vous abonner. Alors, bon, vous êtes prêts? Oui. Vous pouvez passer. Hein. Donc on fait lettre A, B, C. Ouais. Si vous venez de nous rejoindre, c'est dans l'ordre alphabétique. Et si vous ne trouvez pas, vous pouvez passer. Ne perdez pas de temps. On peut Attention. passer tous, comme ça on arrive à Z. C'est parti. Lettre A, 4 lettres, non féminin, affectation cutanée fréquente caractérisée par des Acné. boutons, bien. Lettre B, 10 lettres, non féminin, ensemble d'enzymes extraites d'un fruit tropical, étudiées pour leur effet sur la digestion et les protéines. La digestion des protéines. Ah non. Lettre B, vous pouvez Passe. passer. Ok, passe. Lettre C, 8 lettres, non masculin, hormones produites par les glandes situées au-dessus des reins, impliquées dans la réponse au stress. Cortisol. Cortisol, bonne réponse. Lettre D, 7 lettres, non féminin, inflammation de la peau pouvant provoquer rougeur et démangeaison. Inflammation de la peau. Lettre D. Dermatique. Dermatite atopique. Vous pouvez passer. On passe. On passe. Passe. Lettre E, 14 lettres, non masculin, plante utilisée traditionnellement pour soutenir la résistance de l'organisme face aux efforts. Oui, ils sont pas brillants, ouais. ça. Pardon, On allez-y. passe, on passe. Lettre F, 10 lettres, non masculin, famille de composés végétaux présentes dans de nombreux fruits et légumes colorés. F. Fructose. Non. Non, vous avez dit fructose, on y reviendra. Combien Ah là, je peux plus le. Et c'est terminé. C'est terminé. Oh, elle n'a pas été bon. Moi, il y avait rien. Merci beaucoup. Allez, on va faire le point très vite sur cet électrodico qui n'était pas le plus brillant de l'histoire du Nutridico. Et bon, je vais vous donner les réponses maintenant. Lettre A, vous avez trouvé l'acné. Lettre B, 10 lettres. On y reviendra. Lettre B, il m'a dit bifidus. Lettre B, 10 lettres, non féminin, ensemble d'enzymes extraites d'un fruit tropical, étudiées pour leurs effets sur la digestion des protéines, c'était la bromélaïne. Ah oui. La bromélaïne n'est pas un ensemble Là, de protéines, c'est c'est cortisol. une protéine. Oui. Non, étudiées pour leurs effets sur la digestion des protéines. Oui, mais c'est une protéine, c'est pas un ensemble. Lettre D, 7 lettres, Ah, non féminin, inflammation de la peau pouvant provoquer, soyez pas mauvais joueur,
provoquer rougeur et démangeaison. Dermatite. La dermite. Ah, dermatite. Dermite. Ça n'existe pas, ça, la dernière. Lettre E, 14 lettres non masculin, plante utilisée traditionnellement pour soutenir la résistance de l'organisme face aux efforts, l'éleutérocoque, pas Ah oui, facile. d'accord. Lettre F, ce qui était plus accessible, non masculin, famille de composés végétaux présents dans de nombreux fruits et légumes colorés, les flavonoïdes. Ah, ça va. Et puis voilà, et flavonoïdes, et vous avez dit le fructose, vous, monsieur Blachier. Shame on me. La Bon, monoïde, eh ouais. bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore pour suivre cette émission Expérience Santé. Merci vraiment à nos invités, Martin. Merci, Christian. Avec plaisir. Merci. Tu le vois venir. Et Catherine, merci beaucoup. C'est la fin. Normalement, il n'allait même pas dire merci Catherine. Non mais c'est Jocelyn. Merci beaucoup. On revient très vite pour une autre émission de Expérience Santé.